Saviez-vous qu'à la base, Predator est né d'une blague? Oui, c'est vrai. Dans les années 80, après la sortie de Rocky IV, une vanne circulait à Hollywood. Maintenant que Rocky a battu tous les boxeurs de la Terre, il lui reste plus qu'à battre un extraterrestre. Un mix entre Rambo et Alien. Le genre de concept complètement improbable, mais tellement 80s. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Open Souls. Ici, on va parler de films et de séries télé, mais aussi très certainement de tout ce qui pourrait se rapprocher de la pop culture. Cette vidéo, pour les besoins de l'analyse, sera malheureusement rempli de spoilers. Donc si ça ne vous dérange pas de tout connaître d'une œuvre, restez. Mais dans le cas contraire, on se retrouvera sur une autre vidéo. Pour fêter la sortie de Predator Badlands le 5 novembre 2025, attaquons-nous au premier film de la franchise. Sorti en 1987 et réalisé par John McTiernan, Predator a tout explosé. Il a redéfini le film d'action, lancé une franchise culte et a offert à Arnold Schwarzenegger un de ses rôles les plus emblématiques. Mais surtout, Predator a fait bien plus que montrer des muscles et des explosions. Derrière la testostérone et la peur, c'est un film qui parle de l'homme face à sa propre nature. Un film sur la guerre, sur la survie et sur ce qui se passe quand le chasseur devient la proie. Alors aujourd'hui, on va plonger dans la jungle moite de Predator pour comprendre pourquoi ce film, né d'une blague, est devenu une leçon de cinéma et un miroir de l'Amérique des années 80. Dans ces années-là, les héros virils ne manquent pas. Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal, c'est les années film aux gros muscles. De la surenchère pyrotechnique et de la propagande réganienne déguisant divertissement. Et au milieu de tout ça, deux scénaristes débutants, les frères Thomas, écrivent un scénario qu'ils appellent Hunter. L'histoire: un commando d'élite est envoyé dans la jungle pour une mission secrète, avant de découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Un être invisible les traque un par un. Le pitch circule à Hollywood, mais personne n'y croit. Trop bizarre, trop hybride, ni totalement film de guerre, ni pure science-fiction. Mais le scénario atterrit sur le bureau de la Fox. Et là, quelqu'un flaire le potentiel. C'est simple, efficace, et surtout, ça peut être un véhicule parfait pour Arnold Schwarzenegger, qui vient d'exploser grâce à Terminator en 84, et Commando en 85. Arnold, à ce moment-là, c'est la superstar du film d'action. Et lui, il veut quelque chose d'un peu différent. Un film où il ne serait pas juste un héros invincible, mais un type confronté à quelque chose qui serait supérieur à lui. Et là, il signe. Et la Fox confie la réalisation à un jeune réalisateur presque inconnu, John McTiernan. Lui, à ce moment-là, il n'a encore rien fait de marquant, mais il a une idée très claire de ce qu'il veut. Un film qui commence comme Rambo et qui se transforme petit à petit en Alien dans la jungle. Le tournage se déroule au Mexique, dans la jungle de Palenque. Et c'est un cauchemar logistique. La chaleur, l'humidité, les moustiques, les serpents, tout est contre eux. Et puis surtout, le costume du Predator, c'est un désastre au début. Le premier design, signé Stan Winston, le génie derrière les robots de Terminator et plus tard Jurassic Park, n'est pas encore prêt. Ils avaient commencé avec une version ridicule, une sorte de tortue géante montée sur des échasses, et avec comme acteur Jean-Claude Van Damme. Oui, vous avez bien entendu, Van Damme devait incarner le Predator. Mais ça ne fonctionnait pas du tout. Trop petit, trop peu impressionnant, et le costume était impraticable. Il a fini par quitter le tournage et Winston a repensé tout le design. Les dreadlocks, les mandibules, les yeux perçants, l'iconique chasseur qu'on connaît est né. En 1987, un vaisseau extraterrestre s'approche de la Terre et largue un module qui atterrit en pleine jungle d'Amérique centrale. Peu après, le major Alan Dutch Schaeffer, chef d'une unité d'élite des forces spéciales américaines, est envoyé au Guatemala pour une mission de sauvetage. Récupérer un ministre pris en otage par des guerrieros. Sur place, il retrouve un vieil ami, George Dillon, ancien commando devenu agent de la CIA, qui se joint à l'équipe. L'escouade, composée de Mac, Billy, Blaine, Poncho et Hawkins, est téléportée au cœur de la jungle. Rapidement, il découvre l'épave de l'hélicoptère du ministre, puis les corps atrocement mutilés d'un autre commando américain disparu. L'ambiance devient lourde, mais ils poursuivent leur mission. Ils finissent par attaquer le camp des guerrieros, éliminent tous les ennemis et capturent une femme. C'est alors que Dutch comprend que Dillon lui a menti. La mission officielle était un leurre, monté par la CIA pour récupérer des documents secrets soviétiques. En repartant vers le point d'extraction, les soldats sentent qu'ils sont suivis. Une présence invisible les observe depuis les arbres, équipés d'une vision thermique. L'un après l'autre, les hommes commencent à disparaître. Hawkins est tué, puis Blaine. Mac entrevoit une silhouette humanoïde camouflée dans la jungle. En ripostant, l'équipe découvre du sang fluorescent. Leur ennemi saigne. Mais il n'est pas humain. Les pièges qu'ils tendent ne servent à rien.
La créature les élimine un par un, chassant pour le sport. Anna, la captive, raconte que dans les légendes locales, on parle d'un démon qui fait des trophées avec les hommes. Dutch comprend. S'il peut saigner, on peut le tuer. Dylan, Billy et Poncho tombent les uns après les autres. Dutch, blessé, ordonne à Anna de fuir. Il sera le dernier à l'affronter. Après une chute dans une rivière, il découvre par hasard que la boue masque sa chaleur corporelle, le rendant invisible aux yeux de son ennemi. Profitant de cet avantage, il fabrique des armes et des pièges rudimentaires, puis provoque la créature dans un duel final. Le combat est brutal. L'alien, impressionné par la bravoure de Dutch, retire son casque et son armement pour un affrontement à main nue. Dutch finit par le piéger et l'écraser, mais avant de mourir, la créature active un dispositif d'autodestruction. Dutch s'enfuit et échappe de justesse à l'explosion. Épuisé, couvert de cendres, il est finalement récupéré par l'hélicoptère venu secourir Anna. Il est le seul survivant d'une chasse menée par un prédateur venu d'ailleurs. Le film se termine dans un mélange de victoire et de malaise. Dutch a survécu, mais il n'en a rien gagné. Il a juste prouvé que pour vaincre un prédateur, il faut redevenir un animal. En 1987, Ronald Reagan est le président des États-Unis. C'est l'Amérique triomphante, persuadée d'avoir retrouvé sa puissance après les années 70, marquée par sa défaite au Vietnam et sa crise économique. Le cinéma d'action de l'époque est à l'image de cette idéologie. Des héros américains invincibles qui gagnent la guerre à coups de muscles et de mitrailleuses. Rambo 2, Commando, Cobra, ces films glorifient la puissance masculine et militaire. Et c'est là que Predator est malin, parce qu'il commence comme un pur produit de cette époque. Une équipe de soldats surentraînés, hyper armés, qui écrasent tout sur leur passage. Mais le film va retourner cette logique contre eux. Petit à petit, McTiernan déconstruit le mythe du super soldat américain. Les armes, la technologie, les muscles, tout ça ne sert à rien face à un ennemi qui ne joue pas selon les mêmes règles. C'est littéralement la revanche du Vietnam. Mais inversé. Le commando devient la victime d'une guérilla invisible et insaisissable. Ils sont dans une jungle hostile, traqués par un ennemi qu'ils ne voient pas et qui frappe sans prévenir, exactement comme les soldats américains au Vietnam. Et c'est là toute la subtilité. Predator, derrière son apparence de film d'action bourrin, est une métaphore du traumatisme américain post-Vietnam. C'est un film sur l'arrogance militaire qui se heurte à une force bien supérieure à eux, et sur l'idée que face à la nature ou à la guerre, la technologie ne garantit rien. Alors maintenant qu'on a posé le décor, parlons du fond. Parce que Predator, c'est bien plus qu'un simple film de chasse intergalactique. Il y a un propos sur l'homme, la guerre, la survie et même la virilité. Et c'est ça qui rend le film fascinant. C'est un blockbuster d'action qui se transforme lentement en une réflexion sur ce que c'est d'être un chasseur ou une proie. La trajectoire du personnage principal, Dutch, est particulièrement intéressante. Au début, c'est la caricature du héros américain. Musclé, charismatique, méthodique, entouré d'une équipe qui représente la quintessence du film d'action des 80s. Chaque membre du commando est un archétype ambulant. Le costaud, Blaine, le stoïque, Billy, le nerveux, Mac, et le rigolo, Hawkins. C'est les Expendables avant l'heure. Mais plus le film avance, plus ces super soldats perdent tous leurs repères. Leur technologie ne sert à rien. Leur discipline militaire s'effrite. Et quand tout s'effondre, que reste-t-il? L'instinct, le corps, la peur, l'homme. À nu. Dutch, à la fin, finit par se dépouiller de tout ce qui a fait de lui un soldat moderne. Il laisse tomber son fusil, se camoufle avec de la boue et il pose des pièges primitifs. C'est comme une régression. Pour vaincre le Predator, il doit redevenir un prédateur lui-même, mais dans le sens le plus brut, le plus animal. C'est là que McTiernan touche à quelque chose de fondamental. La survie, c'est pas une question de gadget. C'est une question d'adaptation. Et Dutch gagne parce qu'il a retrouvé quelque chose que le Predator lui-même a perdu. Sa connexion avec la nature. La créature, avec toute sa technologie et ses gadgets extraterrestres, s'est coupée de cette essence-là. Elle est devenue un chasseur, mais artificiel. Et c'est pour ça qu'elle perd. Comme dit précédemment, tu ne peux pas parler de ce film sans parler de la guerre du Vietnam. C'est pas pour rien si le film se passe dans une jungle dense, moite et poisseuse. C'est une jungle qui avale les hommes, qui efface leurs repères et qui rend la technologie inutile. Et ça, c'est littéralement l'imaginaire du Vietnam. D'ailleurs, McTiernan ne s'en cache pas. Le commando de Dutch, c'est une incarnation du fantasme américain de la toute-puissance militaire. Mais dans cette jungle-là,
ils deviennent les Viet Cong de quelqu'un d'autre. Ils sont traqués, dépassés, terrorisés par un ennemi invisible. C'est une inversion symbolique du rapport de force. L'Amérique, superpuissance, devient la victime de sa propre arrogance. Et sans jamais le dire explicitement, c'est au moment où on comprend ça que Predator devient politique. Il montre la fin du mythe du soldat invincible. Il dit tu peux être le plus fort, le mieux armé, mais si tu ne comprends pas l'environnement dans lequel tu évolues, tu es mort. C'est exactement la leçon du Vietnam. Et en même temps, le film ne tombe pas dans la dénonciation frontale. Il garde son côté divertissant. C'est un Vietnam de science-fiction. Un Vietnam métaphorique. L'autre grand thème, c'est la virilité. Parce qu'on va pas se mentir, Predator, au premier coup d'œil, c'est un festival de testostérone. Dès la première scène, les mecs se serrent la main comme si c'était un concours du plus gros biceps. Il y a de la sueur, des muscles, des punchlines. C'est presque caricatural. Mais McTiernan s'en amuse. Il prend tous les codes du film d'action viril pour les démonter. Ces hommes, censés être des machines de guerre, finissent terrorisés, paniqués, perdus. La virilité qu'ils affichaient fièrement devient inutile. Le film montre, sans juger, que la force physique et la domination ne sont que des illusions face à la peur. Et le Predator dans tout ça, c'est presque le reflet de la masculinité toxique. C'est une créature qui chasse pour le sport, qui collectionne des trophées, qui ne tue que des proies dignes. Il incarne cette obsession de la performance, du combat, du qui est le plus fort. Et quand Dutch le comprend, il le renverse en refusant ce jeu. Il devient imprévisible, rusé, presque animal. Et c'est là qu'il gagne. Le face-à-face final entre Dutch et le Predator, c'est pas juste un duel, c'est un rituel primitif. Un retour à l'essence du combat, sans artifice et sans domination. Deux êtres qui s'affrontent, pas pour le pouvoir, mais pour la survie. Autre chose de fascinant dans Predator, c'est la question du regard. Tout le film repose sur qui voit qui. Le Predator est invisible, mais il voit tout grâce à sa vision thermique. Les soldats, eux, voient sans comprendre. Ils sont aveugles malgré leurs yeux. Et cette tension entre voir et être vu, c'est littéralement la tension du cinéma lui-même. McTiernan filme constamment à travers les yeux du Predator. Sa vision infrarouge devient une métaphore. C'est le regard du cinéma d'action qui observe ses héros avec fascination, mais aussi avec une touche d'ironie. Et quand Dutch se couvre de boue, il devient invisible à son tour. Il échappe au regard du monstre et symboliquement du regard des spectateurs. C'est comme s'il sortait du cadre du film d'action pour devenir autre chose, un être libre. Ce qui fait la différence entre un bon film d'action et un grand film, c'est souvent la mise en scène. Et Predator à ce niveau, c'est une masterclass. John McTiernan, avant même Piège de cristal, prouve qu'il a déjà compris un truc essentiel. Le suspense, c'est une question d'espace, de rythme et de regard. Dès les premières minutes, le réalisateur installe la jungle comme un personnage. Ce n'est pas juste un décor ou un fond vert pour l'action, c'est une entité vivante, presque consciente. La caméra est souvent collée au corps, glisse entre les arbres et perd les repères du spectateur. C'est comme si la jungle avalait l'équipe, exactement comme elle avalait les soldats américains dans les films post-Vietnam. Et là où beaucoup de films auraient utilisé une musique omniprésente pour renforcer la tension, McTiernan, lui, choisit souvent le silence, où tu entends juste le vent, les insectes et les respirations haletantes. Ce silence, c'est l'arme du film. Il rend chaque bruit suspect, chaque ombre menaçante. La jungle devient alors un espace mental autant que physique. C'est le lieu où le soldat perd toutes ses certitudes, où la technologie se tait et la nature reprend ses droits. Ce qui te frappe quand tu regardes Predator aujourd'hui, c'est à quel point John McTiernan maîtrise son rythme. Le film ne se jette pas tout de suite dans l'action. Il commence presque comme un film de guerre classique. Des soldats, une mission, des explosions, des punchlines. Mais progressivement, le ton change. Les plans deviennent plus lents, les cadres plus serrés. On passe d'une caméra dynamique à une caméra qui observe. Et toi, spectateur, tu fais la même chose. Tu scrutes l'écran et tu cherches où est le Predator. Mais tu ne le vois jamais vraiment. McTiernan joue littéralement avec notre instinct de survie. On devient comme les personnages, tendu, à l'affût et paranoïaque. C'est une mise en scène sensorielle. On ne regarde plus un film, on ressent un danger. Et ce qui est fort, c'est que McTiernan ne filme pas le Predator comme un monstre traditionnel du cinéma. Il ne le montre presque jamais. Il utilise la suggestion, comme Spielberg l'a fait pour Les Dents de la Mer. Et c'est exactement ce qui rend la créature terrifiante. Elle est invisible, donc omniprésente. Le Predator
C'est une idée avant d'être un personnage. Le concept du camouflage, d'ailleurs, c'est du pur génie visuel. C'est à la fois simple et incroyablement efficace. Il est là, mais tu ne le vois pas. Et ce flou visuel, ces distorsions d'image qui trahissent sa présence, sont devenus iconiques. À l'époque, ces effets étaient révolutionnaires. Pas d'ordinateur comme aujourd'hui. Tout était fait avec des techniques optiques et des superpositions de pellicules. Et ça donne ce rendu unique, un peu glitché, presque organique. Tu sens que c'est une créature vivante, pas un simple effet spécial. Et puis, il y a la vision infrarouge, le fameux point de vue du Predator. Cette idée de montrer la chasse à travers ses yeux, c'est brillant. Tu passes du statut du spectateur à celui du prédateur. Tu vois la chaleur, les mouvements, la peur, et paradoxalement, tu t'attaches un peu à lui. Tu comprends son fonctionnement, son plaisir de la traque. Tu vois littéralement le monde à travers le regard du monstre. C'est une inversion du regard classique. Normalement, on regarde le héros. Ici, on est du côté du chasseur. Et du coup, quand le chasseur devient la proie, tu ressens un malaise profond. McTiernan te fait changer de camp sans même que tu t'en rendes compte. Autre chose très intéressante, c'est la manière dont McTiernan filme les corps. Dans les premiers actes, la caméra glorifie les poses, les muscles, la silhouette. C'est de la pure imagerie réganienne. Des plans iconiques. Schwarzenegger qui soulève une Jeep. Ventura qui crache son tabac chiqué Gatling à la main. Les bras luisants qui s'entrechoquent. C'est presque de la propagande virile. Mais plus le film avance, plus cette imagerie s'effondre. Les corps qu'on glorifiait deviennent vulnérables, blessés, en sueur et en sang. La caméra qui les magnifiait devient cruelle, presque documentaire. On ne contemple plus des dieux de la guerre, mais des animaux blessés. Et le contraste est dingue. McTiernan te fait passer de Commando à Massacre à la tronçonneuse sans changer de décor. La structure du film est presque une symphonie à 3 mouvements. L'illusion du contrôle, les soldats pensent dominer la situation, tout explose. Tout est sous contrôle, ils sont les maîtres du jeu. La désorientation, les cadavres apparaissent, la jungle devient hostile et la peur s'installe. Le film ralentit et la tension monte. Et le retour à l'instinct. Dutch, seul face au Predator, le langage du film devient primitif, il n'y a plus de mots, plus de gadgets, juste le corps, la nature et la peur. C'est une descente, une déconstruction. Chaque acte enlève une couche d'illusion militaire, technologique, humaine, jusqu'à atteindre la vérité nue. Survivre, c'est s'adapter. Et cette structure, elle est soutenue par une réalisation hyper maîtrisée. Les coupes sont sèches, les transitions sont invisibles, la caméra bouge toujours avec un sens précis. McTiernan filme avec logique, pas avec panique. Même dans le chaos, chaque plan raconte quelque chose. Le Predator, dans le fond, n'est pas un monstre. C'est un chasseur. Et McTiernan filme tout le long métrage comme une partie de chasse inversée. Au début, les humains traquent. À la fin, ce sont eux qui sont traqués. Tout le langage visuel repose là-dessus. Les plans en plongée du Predator qui observe ses proies, les plans au ras du sol quand les soldats rampent pour survivre, les jeux de caméra subjective qui inversent constamment le point de vue. C'est du pur cinéma. Pas besoin de dialogue. Tout est dit par le cadre, le rythme et la lumière. Et ça, c'est ce qui différencie John McTiernan de tous les réalisateurs d'action de son époque. Lui, il raconte par l'image, pas par le bruit. Quand Predator sort en juin 1987, personne ne s'attend à un tel carton. Le film est un succès immédiat. Il rapporte près de 100 millions de dollars dans le monde pour un budget investi de 15. Un énorme succès pour un film de genre. Mais surtout, il devient instantanément culte. À sa sortie, pourtant, les critiques sont mitigées. Certains voient Predator comme un simple film d'action bourrin, une sorte de Rambo contre E.T. On lui reproche sa violence, son machisme, son côté testostérone dégoulinante, mais d'autres sentent déjà qu'il y a quelque chose de plus. Roger Ebert, célèbre critique américain, par exemple, parle d'un film très bien filmé, efficace et très dynamique. Au fil des années, le film va être complètement réévalué. Ce qui, à l'époque, semblait être une simple série B d'action s'est transformé au fil du temps en film d'auteur déguisé. Les analyses se multiplient. Certains y voient une parabole politique, d'autres un commentaire sur la masculinité, et d'autres encore une méditation sur la survie et la nature humaine. Et c'est là qu'on voit la puissance du cinéma populaire. Un film peut parler à tout le monde, mais pas forcément de la même façon. L'un des plus grands héritages du film, c'est très certainement sa créature. Le design du Predator créé par Stan Winston est devenu légendaire. Ses dreadlocks, sa mâchoire d'insecte,
cette armure tribale futuriste, tout est iconique. Le Predator, c'est un des monstres les plus reconnaissables du cinéma, au même niveau que le xénomorphe d'Alien ou Freddy Krueger. Et ce n'est pas un monstre comme les autres. Il suit un code. Il ne tue pas les faibles. Il ne tue pas non plus les désarmés. C'est presque un guerrier samouraï venu de l'espace. Et c'est ça qui le rend fascinant. Contrairement à beaucoup d'aliens du cinéma, le Predator a une éthique, un rituel. C'est pas un envahisseur. C'est une sorte de sportif intergalactique, un chasseur de trophées. Et cette idée toute simple va nourrir toute la mythologie autour de lui pendant des décennies. Après le succès du premier film, la Fox lance naturellement une suite, Predator 2, réalisé par Stephen Hopkins en 1990. Cette fois, on quitte la jungle pour les rues de Los Angeles. Le Predator y affronte les gangs et la police dans une ville en surchauffe. Le film est plus urbain, plus chaotique, plus 90s aussi. Et s'il divise, il reste culte pour une raison. C'est dans Predator 2 qu'apparaît dans une scène cachée un crâne de xénomorphe dans la salle des trophées du Predator. Et cette simple image va lancer l'un des crossovers les plus célèbres du cinéma de science-fiction, Alien vs Predator. Ensuite, on aura Predators, datant de 2010, produit par Robert Rodriguez, un retour aux sources avec une ambiance plus proche du film original. The Predator, datant de 2018, réalisé par Shane Black, le fameux Hawkins de Predator 1, qui tente de moderniser la franchise avec humour et action, mais qui divisera pas mal. Et plus récemment, Prey, datant de 2022, réalisé par Dan Trachtenberg, qui replace le Predator au XVIIIe siècle face à une guerrière comanche, et qui a reçu d'excellentes critiques pour son approche épurée et respectueuse du mythe. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré les hauts et les bas, Predator a survécu. Chaque génération a eu son Predator. Et ça, c'est la marque d'un vrai mythe du cinéma. Tu sais qu'un film a marqué la pop culture quand il est cité, parodié ou repris partout. Et Predator est partout. Dans les jeux vidéo, évidemment, Predator Concrete Jungle, Hunting Grounds et les crossovers avec Call of Duty. Dans les comics où il a affronté Batman, Judge Dredd et même Archie. Oui, oui, Archie. Dans les séries, dans les pubs, dans les mèmes, est devenu un cri de ralliement sur Internet. Et même dans la musique, des rappeurs comme Travis Scott, Eminem ou Ice Cube font référence au film. Mais au-delà des clins d'œil, c'est surtout son imaginaire visuel qui a marqué les esprits. Cette idée de la vision thermique, du camouflage et de la traque, tout ça a été repris dans des centaines d'œuvres. De Metal Gear Solid à Fortnite, l'héritage visuel de Predator est partout. Et même dans la mise en scène du cinéma moderne, tu sens l'influence. Des films comme The Revenant, Apocalypto reprennent cette idée de l'homme qui redevient animal, qui fusionne avec la nature pour survivre. Predator, c'est un ADN qui s'est infiltré dans tout le cinéma de survie. On peut dire sans exagérer que Predator a changé la grammaire du film d'action. Regarde Piège de cristal, le film suivant de McTiernan, sorti 1 an plus tard. C'est exactement la même logique. Un homme isolé dans un environnement hostile qui doit survivre avec ses tripes et son intelligence. Predator, c'est la matrice de tout ça. C'est ce qui rend le film de McTiernan intemporel. C'est aussi sa dimension méta. C'est un film qui parle du cinéma d'action tout en étant un film d'action. McTiernan prend les codes et les retourne contre eux. Le héros devient vulnérable, la force devient faiblesse et le chasseur devient la proie. C'est presque un commentaire sur Hollywood lui-même. Le système des blockbusters qui se regardent dans le miroir et se dit « et si on arrêtait de se mentir ?» C'est rare à cette époque d'avoir un film aussi conscient de lui-même sans tomber dans l'ironie. Et c'est pour ça qu'il tient toujours aussi bien la route aujourd'hui. Même en 2025, tu le regardes encore, il n'a pas pris une seule ride. Predator est un film qui te rappelle que la simplicité, quand elle est maîtrisée, peut être puissante. Pas besoin de multiverse, pas besoin de 10 intrigues ou de dialogues à rallonge. Une idée claire, une exécution précise et une mise en scène au service de la tension. C'est ça le vrai cinéma. Et surtout, c'est un film qui a quelque chose à dire sans te le balancer à la figure. C'est du cinéma intelligent déguisé en film de bourrin. Et c'est probablement pour ça qu'il a autant marqué. Parce qu'il parle à ton cerveau et à ton instinct en même temps. Franchement, quand tu regardes Predator aujourd'hui, presque 40 ans après, tu captes assez vite que c'est pas simplement un film culte. C'est bien plus profond que ça. C'est pas juste une histoire de monstres venus de l'espace. C'est une histoire qui parle de nous. La peur, la survie et ce qui reste de l'être humain quand on lui enlève tout. Le film te montre pas un alien. Il te tend un miroir. Le Predator observe Dutch, Dutch observe le Predator,
et nous, on les observe tous les deux. Ce jeu de regard, c'est littéralement du cinéma pur. Voir, être vu et disparaître. McTiernan ne filme pas la guerre, il filme le regard de la guerre. Et c'est là que le film est brillant. Il incarne les années 80 tout en les démontant. Les gros bras, les flingues, la virilité à outrance, tout ça vole en éclats. Les mecs les plus balèzes meurent les uns après les autres. Et le seul qui s'en sort, c'est celui qui arrête de jouer au super soldat. C'est d'ailleurs le message que plein de films reprendront plus tard. De Die Hard à Mad Max Fury Road, les vrais héros sont ceux qui assument leur fragilité. Et Predator l'avait déjà compris. Ce qui rend le film intemporel, c'est qu'il parle une langue universelle. La peur, pas celle des monstres, mais celle de l'invisible, du silence, de ce qu'on ne contrôle pas. McTiernan te balance ça sans grand discours, sans effet tape à l'œil. Tout passe par les corps, les sons et les souffles. Au final, Predator, c'est pas juste un homme contre une bête, c'est une parabole sur la peur, la vulnérabilité et ce qui fait qu'on reste humain. Le Predator ne doute pas, ne ressent rien, et c'est pour ça qu'il perd. Parce que la vraie force de l'homme, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré elle. Et c'est une des nombreuses raisons qui fait que Predator reste un chef-d'œuvre. En définitive, c'est pas juste du bon cinéma, c'est du grand cinéma. Et voilà mon analyse sur le Predator de John McTiernan. C'est un film que j'ai regardé un nombre incalculable de fois, que ce soit avec mon père ou mes frères ou même ma sœur. Cette créature immense, flippante, à la force herculéenne, c'était vraiment quelque chose. Et avec toute cette bande d'acteurs des 80s, on les a tous vus quelque part dans un film, que ce soit Commando, que ce soit Rocky, et leur punchline, leurs gros muscles, ouais, ça envoie du lourd. Entre film d'action et film d'horreur, cet ovni restera gravé dans ma mémoire. Pour finir, si vous avez une suggestion de film, de jeux vidéo, manga ou de série, ou même l'envie de juste discuter avec moi, faites-le en commentaire, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. La prochaine vidéo arrive très prochainement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donnez de la force, comme d'habitude, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, un commentaire, je ne vous remercierai jamais assez. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel est le moment le plus marquant pour vous dans le film Predator? En attendant, If it bleeds, we can kill it. et à bientôt sur la chaîne Open Souls. Ciao!